Cette émission peut contenir des infos. Dans cette nouvelle édition de Peut contenir des infos, Simon Forgue, compte toi saluer. Ah ben merci, toi aussi. Eh ben merci, ça me fait plaisir d'être là. Cathy Morin qui est avec vous, avec Simon, comme je viens de le dire, pour la prochaine heure. Et vraiment, on va avoir une émission chargée pour les 60 prochaines minutes. Je suis la grande détentrice du quiz. Donc aujourd'hui, je vais te questionner en fait sur des faits surprenants et records qui se sont déroulés en 2025. Et j'essaie de cibler le Canada. Donc je parle pas de records Guinness comme les plus longs ongles ou des choses comme ça, mais des trucs surprenants qui se sont passés dans notre beau pays. Ah ouais, hein? Oui, fait que ça va être le quiz pour aujourd'hui. Je pense que ça va être pas pire, hein, parce qu'il y a quand même certains événements que j'ai déjà soulignés ailleurs. Tu sais, c'est comme un retour. Il y a des petites affaires qu'on a déjà parlé là-dedans. Ça va être intéressant. Je vais aussi te parler d'insécurité alimentaire à l'approche des fêtes. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Puis j'aime mieux prendre d'avance pour en parler puis faire un petit peu de sensibilisation. Il va y avoir également des nouvelles mesures à la frontière américaine. Ah, il y en a pas assez? Ben non, mais on avait besoin d'une raison de plus de pas y aller. OK. Fait que je vais vous en parler un peu plus tard. Et dans quelques minutes, je vais vous parler d'une découverte incroyable qui s'est faite près de chez nous, à l'île du Prince-Édouard. Ben près de chez nous. C'est chez nous, au Canada. Oui, effectivement. Donc, c'est un peu le menu pour moi aujourd'hui. Simon, toi aussi, tu as des sujets qui vont nous titiller la curiosité. Je vais parler, entre autres choses, de l'histoire méconnue des radioromans. OK. Comme vraiment les histoires, là, les... C'est une belle époque, là. Oui. Il y en fait moins, hein. Il y en a plus. Pas mal moins. Ben, depuis l'avènement de la télévision. Hein. Oui, c'est sûr, effectivement. Je vais parler également de 3 inventions en particulier qui ont été de cuisants échecs. OK. Mais vraiment, là, c'est comme ça n'a pas duré très, très longtemps. On n'a pas atteint nos objectifs. Non, mais qui, curieusement, ont quand même été de formidables précurseurs. Ils ont pavé la voie à d'autres inventions. OK. Bon, on a appris de nos erreurs, autrement dit. Ben, c'est ça. Et si vous êtes un petit entrepreneur ou moyen entrepreneur, tu sais, vous êtes à la tête d'une PME, puis que vous vous posez des questions sur la publicité, je vais vous donner tantôt quelques principes à respecter, 5 bons principes à respecter pour faire de la bonne publicité puis que ça vende. Et pas besoin de dire que tu es quand même la personne tout désignée pour faire ça, avec 18 ans d'expérience à l'ARC. À l'ARC? Puis, trentaine d'expérience, trentaine d'années à peu près d'expérience en radio. Hein. Ça, pour vous donner une proportion, c'est toute ma vie d'expérience en radio. Oui, une trentaine. Okay. Fait que je voulais te donner de la crédibilité pour que les gens puissent écouter tes conseils en publicité. Moi, Simon, je voulais t'amener à l'île du Prince-Édouard, en fait, parce qu'on a fait une découverte incroyable. Et c'est arrivé, c'était pas voulu, c'était comme un accident. En fait, là, donc, c'est un promeneur qui a mis au jour où, en fait, qui a trouvé un fragment d'histoire vieux de 290 millions d'années. Ah, rien que ça. Juste ça. Quand même. Puis, moi, j'ai un enfant qui me donne des roches à tous les jours. Là. Peut-être qu'un jour, il va en trouver une de cet âge-là. On ne sait pas. Donc, c'est une empreinte animale, donc une trace de pas qui a été retrouvée, là, figée dans la roche. C'est une découverte qui nous rappelle à quel point la Terre est ancienne, évidemment, mais aussi à quel point on a un passé, puis on partage ce passé-là avec la Terre. Puis des fois, des simples sorties banales, comme une balade sur le bord de la plage ou de l'eau, peut amener des découvertes incroyables. Donc, comment ça s'est passé tout ça? C'est un amateur passionné de géologie qui a fait la trouvaille. Il s'appelle Patrick Brunet. Et c'est un résident de l'île du Prince-Édouard. Donc, il faisait un peu comme on fait tout le monde. Là, on marche sur le bord de la plage, on observe les coquillages, on ramasse des belles roches. Et là, tout d'un coup, il a remarqué une grosse roche qui était tombée d'un rocher, mais qui avait une forme un peu arrondie, qui était un peu plus... qui était différente. Ça l'a intrigué. Et il a décidé d'examiner ça de plus près. Et là, il a compris qu'il s'agissait comme d'une empreinte fossile. Okay. Donc, il a réalisé ça parce que c'était quand même un amateur déjà de géologie. Donc, le fait qu'elle a été exposée au rivage, dans des dépôts aussi, avec tout le vent et l'eau, on a pu étudier la roche et on s'est rendu compte qu'elle était vieille de 290 millions d'années. Alors, pourquoi c'est si impressionnant que ça, à part le fait que c'est quand même vraiment, vraiment vieux pour 290 millions d'années? En fait, c'est que ça nous ramène à la fin de l'ère du Permien ou encore au début de l'ère du Trias. Donc, c'est... Il n'y avait pas d'humain, là. Non. Il n'y avait pas d'humain, puis il n'y avait pas... en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y avait des bêtes ou des êtres vivants qui étaient d'une grosseur incroyable. Donc, une période critique de l'histoire sur la vie sur Terre. Ça veut dire que potentiellement, on aurait affaire à un animal qui a vécu autour d'une des plus grandes aires de l'extinction massive. Donc, 290 millions d'années. Donc, il y a eu des extinctions. Donc, ça peut être quand même assez incroyable. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre, cette fameuse trace de pattes-là? C'est pas un peu comme les traces de chevreuil qu'on voit dans le bois pour suivre la chasse, mais vraiment, ça peut nous apprendre beaucoup de choses. D'abord, sur l'animal lui-même, parce que la dimension de l'empreinte, c'est 25 cm de large. Oh! C'est une grosse patte, là. Ça, c'est presque une règle.
de large. C'est de large, wow! C'est comme la largeur de sa paume, là. C'est Wow! immense. C'est immense, tu dis. C'est pour Il ça ne va pas qu'on- tomber entre les pattes d'une affaire de même, là. Ben, en tout cas, j'espère qu'il est herbivore, si c'est le cas. Parce que s'il est carnivore, on a l'air de des petites ailes de poulet. Donc, c'est vraiment une grosse... c'est ce qu'on dit. Donc, ça suggère une taille notable. En fonction de la forme aussi, de la profondeur, la morphologie, on va pouvoir un peu en apprendre sur comment il se déplaçait, à quelle vitesse, comment il marchait. Puis le fait aussi que ce soit pas des os, ça nous permet d'avoir plus de détails sur le côté vivant de cet être vivant-là, parce qu'on sait pas trop c'est quoi, puis on sait pas si c'est un dinosaure non plus. Ensuite, sur l'environnement aussi, à l'époque, où ça se trouvait à l'île du Prince-Édouard, il y a 290 millions d'années, le paysage n'était pas le même. Est-ce qu'il y avait plus de roches? Est-ce qu'on était plus dans des marécages? Le climat était comment dans ce temps-là? Et comment on a pu avoir cette empreinte-là? Donc, il y a ça qu'on va pouvoir examiner. Et ce que ça va nous apprendre aussi sur l'histoire de la géologie de la région, ça remet un peu l'attention sur l'île du Prince-Édouard, qui est déjà connue pour certaines découvertes archéologiques. Donc, ça va vraiment permettre d'attirer aussi des gens, puis ça va faire une autre sorte de tourisme à l'île du Prince-Édouard. Et pourquoi ça compte? Parce qu'évidemment, toutes des découvertes comme ça et des choses qu'on trouve, ça nous permet d'avancer nos connaissances, puis des fois peut-être rectifier des faits. Parce qu'avec certaines découvertes ou des choses qu'on fait, on se dit « Ah, à l'époque, ça se passait comme ça. Finalement, il y a une autre découverte qui nous ramène « Ah, non, c'est peut-être pas comme ça. » Puis on se rend compte, puis on comprend un peu à l'échelle globale comment la vie se passait avant nous. 290 millions d'années avant nous, Simon. J'ai de la misère un peu à me faire cette idée-là, puis en tête, c'est ça que j'ai des dinosaures, j'ai des volcans, c'est un peu l'image que j'ai. Mais j'ai bien hâte de voir ce que cette empreinte-là va nous rappeler, parce que là, évidemment, c'est entre les mains de scientifiques. On est en train d'étudier tout ça, mais j'ai hâte de voir si on va pouvoir des fois avoir un croquis ou un portrait de l'animal avec les pattes. Intéressant. Vraiment mais merci. J'ai vraiment hâte d'avoir. Puis c'est chez nous, à l'île du Prince-Édouard. C'est juste incroyable. Presque à côté de la maison. Je veux dire, dépendamment où on habite, là, mais c'est quand même au Canada, c'est quand même chez nous. Là. C'est pas comme si c'était en Australie ou quoi que ce soit. Non, c'est ça. C'est très, très, très près de chez nous. Puis après ça, on se dit, peut-être que dans d'autres régions canadiennes comme ça, on pourrait faire de belles découvertes. Si vous êtes à la tête d'une PME et que vous faites de temps en temps de la publicité, ça doit arriver. Hein? J'espère. Écoutez ce que je vais vous raconter, parce que je vais vous parler de 5 principes qui sont à respecter pour faire des publicités qui vendent. Puis qui fonctionne aussi, pas perdre votre temps et votre argent. Effectivement, c'est ça, parce que quand on fait de la publicité, ultimement, on veut que ça fonctionne puis que ça attire des gens dans notre commerce. Exact. Qu'on soit dentiste, par exemple, pour attirer des gens dans notre cabinet, ou encore qu'on vende du tapis. On veut faire rentrer des gens dans notre commerce. C'est ça, le but de la publicité. Il y a un sociologue canadien qui s'appelle Marshall McLuhan qui disait, lui, que la publicité, c'est l'une des plus grandes formes, sinon la plus grande forme d'art du 20e siècle. Oui, effectivement, parce qu'il y a toujours des... oui, j'en doute pas, parce que, tu sais, faut pas se fier à l'apparence d'une publicité, il faut creuser un peu, puis des fois, il y a plusieurs messages qui viennent aller nous chercher, puis c'est pour ça que ça fonctionne. Et là, c'est les 5 principes que je vais vous donner, là, les annonceurs, là, je parle aux gens, là, faire de la publicité, là, c'est une game qui joue à deux, OK? Oui. C'est comme, t'as un annonceur, puis t'as un créatif, ou t'as comme quelqu'un qui va diffuser ton message, tu sais. Il y a bien des publicités que les gens font dans Facebook, par exemple, ou dans Internet, que c'est n'importe quoi, là, tu sais, je veux dire, c'est juste du bruit à toute fin utile. Puis ça atteint pas la population que tu veux atteindre. Sur Facebook, ça se rend partout, mais pas nécessairement pour ta population locale. Il y a beaucoup d'annonceurs aussi qui ont ce défaut-là de faire des publicités, puis qui n'en demandent pas bien. Ils vont faire une voix avec une musique. That's about it. Oui, ça, c'est la base. Puis, ta publicité ne se démarquera pas, par contre. Elle va ressembler aux autres. C'est là que tu fais du bruit. OK? Mais moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est comment sortir de la masse puis comment vendre. OK? Premier principe, soyez créatif. Soyez créatif, oui, mais soyez pertinent quand même. Oui. Comprends ce que je veux dire? Parce que des fois, on va s'évertuer, on va demander, par exemple, à la station de radio locale ou au journal, fais-moi une belle publicité, de quoi de hot, là. Tu sais, je veux que le monde parle de ma publicité. Au final, les gens vont parler de la publicité, mais ils connaîtront pas le produit. Tu comprends? Ou la compagnie. Ou la compagnie, c'est ça. Ça fait que, premièrement, donc, soyez inventifs, c'est vrai. Demandez des publicités qui sont vraiment différentes, distinctes, qui vont faire parler de vous et de votre produit ou de votre service si vous êtes un dentiste, par exemple, comme je disais tantôt. Mais ultimement, soyez quand même pertinent. Tu sais, je veux dire, tu peux avoir une publicité pour un cabinet de dentiste qui marche sur la planète Mars, par exemple. Oui. Mais tu sais, si au final, tu sais pas qu'il fait des traitements de canal, c'est comme tu passes à côté de la plaque. Là, il ne faut pas que le contenant de la publicité dépasse le contenu. Exactement. 2, adressez-vous personnellement à chaque auditeur ou à chaque lecteur, c'est dépendamment du médium que vous cherchez. Tu sais, souvent, on va parler à la masse, mais adressez-vous à votre client en particulier. Pourquoi devrait-il venir? On a les meilleurs... Tu sais, c'est le temps de changer les pneus là, pour mettre des pneus d'hiver. C'est nous autres qui avons les meilleurs pneus, la plus grande sélection. Si vous voulez avoir... Pour que vous ayez un VUS ou encore que vous ayez une petite voiture, c'est nous autres qui avons les pneus pour ça. Oui, il faut parler aux gens. C'est ça, il faut parler aux gens. Less is more. Ou, en français, moins, c'est plus. OK, pas trop en faire. Pas trop en faire. Tu sais, des fois, t'es aussi bien d'avoir un carré dans le journal, par exemple, avec juste une pinotte dans le milieu, puis dire
c'est la meilleure peanut au monde. Planters. That's it. Oui. Tu comprends? Faut On a la piquer peanut, la curiosité. c'est la meilleure peanut au monde. Elle est juste là dans le milieu de la page. That's about it. Ben ça, là, ça vient de vendre, ça peut peut-être venir vendre des paquets de peanuts d'arachide, là, comme c'est rien que pas permis. Là. Ben, si les gens hésitaient entre deux, ils vont faire « Hey, Planter, c'est vrai, t'avais une bonne pub, c'était drôle. » C'est ça, exactement. Donc, que vous soyez à la radio ou encore dans le journal, less is more. Mettez-y toute la gomme, parce que quand je veux dire mettez-y toute la gomme, c'est dans le sens que si vous partez avec le principe que vous allez faire une publicité ordinaire puis que vous voulez faire votre chiffre de vente, ben vous allez avoir une publicité ordinaire. Tandis que si vous vous dites on va faire un vraiment bon concept, là. On va faire une publicité qui va vendre, il va faire rentrer du monde dans mon commerce, puis je vais atteindre mes résultats, ben c'est un peu comme le principe au baseball. Tu sais, le gars, quand il embarque sur le monticule, le lanceur qui va pour faire une game, il va là pour faire une partie parfaite. Il va pas là pour lancer une game so-so puis finir, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Il va pas chercher un trophée de participation, il va aller chercher le trophée mondial. Exactement, il veut finir à la série mondiale. Donc, c'est ça. Mais quand vous faites une publicité, vous vous asseyez avec le créatif ou le vendeur de publicité de la station de radio ou encore de votre hebdo local, ben dites, OK, on va créer une bonne publicité ensemble, on va créer quelque chose qui est vraiment bon puis qui va faire que les gens vont parler puis qui vont rentrer dans mon commerce. Pas quelque chose d'ordinaire. Et on clôt avec le 5e conseil. Moi, je vous dirais que le théâtre de l'imaginaire, la radio particulièrement, c'est le théâtre de l'imaginaire. Et comment on fait pour faire fonctionner le théâtre de l'imaginaire? C'est de mettre du son. Des ambiances, des bruits. Des ambiances. Des choses qui vont nous rappeler des souvenirs. Voilà. Si vous faites, par exemple, vous êtes que je vais revenir à mon exemple de garage tantôt qui vend des pneus. Si vous faites une annonce, vous dites, on change des pneus. On plein pneus pendant la saison des pneus. Plein de bruit. Puis là, t'entends des espèces de, je dirais ça, les affaires les fusils pour... les fusils pour les... Mais là, les gens, ils font comme, hey, en changes-tu des pneus, lui, rien qu'un peu? Là, alors, c'est ça un petit peu. Alors, c'est mes 5 conseils que je vous donne. Si vous voulez avoir des publicités qui vendent, créer des bonnes publicités au final, puis organisez-vous pour pas avoir ce qu'on entend plus souvent qu'autrement, malheureusement, à la radio. C'est des fameuses pub avec de la voix puis de la musique. Là, une trame, une voix, effectivement. Une trame, une voix, là, c'est un peu ordinaire. Merci Simon pour ces bons conseils et j'invite les gens en fait qui sont nos PME à l'écoute, contactez vos radios locales, voir des fois si vous avez une idée, vous n'avez pas une idée, vous n'êtes pas certain, contactez-les. Et puis je suis persuadée qu'ils vont avoir une idée créative à vous proposer. Puis rien ne se perd, rien ne se crée. Hein. C'est pas si vous avez entendu une publicité ou vu une publicité quelque part à la radio ou à la télévision, puis vous l'avez trouvée bonne, vous n'êtes pas obligé de la copier nécessairement, mais si le concept a de l'allure, vous êtes capable de l'adopter pour un concept local. Il y a un vieux dicton qui dit ça. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et voilà. Et voilà. C'est très bien dit. Merci Simon. Au retour de la pause, je vais vous parler d'une nouvelle mesure à la frontière américaine. Avertissement. Cette émission peut contenir des infos. Juste avant de vous parler de cette nouvelle raison de ne pas aller aux États-Unis, donc la nouvelle mesure qui a été mise aux frontières américaines et canadiennes, Simon, tu voulais nous parler de cette histoire, en fait, de radio-roman, une histoire méconnue. Moi, je dois t'avouer que j'ai pas trop connu l'époque des radio-romans. Je t'en parle parce qu'il y a un radio-roman en particulier qui est survenu en octobre 1938, qui a fait, comment je dirais ça, on en parle encore aujourd'hui. Ça a marqué l'histoire. Ouais, le 30 octobre 1938. Je vais revenir avec ça tantôt. Mais je veux te parler d'une époque, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Effectivement. T'as entendu la chanson d'Aznavour, La Bohème? Oh, c'est là, voilà. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hey, mettez ça à l'agenda. Les radios... Mettez ça à l'agenda. Simon nous a chanté du Aznavour. Ouais, du Aznavour. Bien avant la télévision, les radios-romans ont façonné l'imaginaire collectif. Ils sont nés dans les années 30, grosso modo, les radios-romans. C'était une forme de théâtre radiophonique. Hein, mais c'est comme la télé, pas d'image. C'est exactement ça. C'est comme le téléroman qu'on a aujourd'hui, mais à l'époque où il n'y avait pas d'image, effectivement. C'était, dans une certaine mesure, comme un roman qu'on écoute. Comment je dirais ça, Amazon. Oui, il y a des livres audio. Il y a des livres audio. Audibles. Il n'y a rien inventé. Là. Le radio-roman, là, c'était à toute fin utile comme les livres. Parce que c'est ça qu'on faisait. Mais ils l'ont rendu technologique, entre guillemets.
Et accessible parce qu'avant, on l'écoutait à la radio. Maintenant, c'est accessible sur... Oui, mais c'était quand même pas mal fait, là, les radioromans. Non, là, c'est vrai. Oh, c'est devenu un rituel et ça a profondément marqué la culture populaire francophone de l'époque. Le curé du village de Robert Choquette, premier radioroman québécois, celui-là a été diffusé sur CKAC de janvier 1935 jusqu'au mois de juin 1938. Oh, quand même. Ouais, le feuilleton a été diffusé tous les soirs de la semaine durant 15 minutes. Fait que ça veut dire qu'à mettons, à tous les soirs à la radio, il y avait un genre de Les Feux de l'amour qui passait. Un genre d'affaire de même. OK. Et ça, c'était le curé du village. Ça passait pendant 15 minutes. Le curé du village, Le OK. curé du village. Et puis en 1949, il y a une seconde diffusion du radioroman qui a été organisée, mais cette fois à la radio de Radio-Canada jusqu'en avril 1955. Et cette fois-là, on en a fait une version de 30 minutes par semaine. Donc, c'est devenu un rendez-vous hebdomadaire. Wow! Ouais, OK. il y a eu comme une seconde vie. Un peu comme... En fait, c'est vraiment l'enceinte des téléromans. C'est vraiment... Ben oui, ça devenait des rendez-vous. Les gens s'assoyaient alentour de la radio Ah oui. puis écoutaient la radio comme ça, comme ils regardent la télévision aujourd'hui. Penses-tu Ouais, qu'il invitait les gens à venir dans la maison écouter le curé du village? ça s'habillait bien, en tout cas. Ah oui, Ben c'est vrai, ben t'as oui, puis ça raison. faisait un beau party, Ouais, tout ça. ouais, puis oui. ouais, alors, parmi les autres succès, on peut songer à la pension Velder sur Radio-Canada, qui a joué d'octobre 38 jusqu'en septembre 1942. Et on a lancé quelques années plus tard une version télévisuelle. Donc, vous voyez que les radioromans sont même devenus On a adapté les succès à la télé. à la télévision. Et le plus bel exemple de ça, c'est Un homme et son péché. Vraiment? De Claude-Henri Grignon. Ça, c'était un roman. C'était un roman à l'époque qu'on a amené à la radio. On en a fait un radioroman. Et Un homme et son péché, c'est devenu Séraphin. Ah, ouais. Séraphin Intéressant. Poudrier puis son épouse Danalda, ils sont devenus les figures emblématiques. Donc, ce roman est devenu radioroman. Ensuite, un téléroman. Et plus tard, c'est même devenu des films. Oui, puis il y a eu une série, effectivement. Ça servait d'exutoire. Là. Tu sais, dans les années 30, quand c'est arrivé, les radioromans, les gens, c'était comme un échappatoire à quelque part pour oublier les affres de la guerre, la misère. Ben, divertir. Divertir le peuple. Exactement. Divertir et nourrir. Mais le meilleur radioroman, et je veux vous en parler, il était pas canadien. Non, je pense Il que était- je sais où tu t'en vas, là. 30 octobre 1938. On est au mois d'octobre, là? Oui. Orson Welles. Ah oui, le gros hoax. Orson ouais. Welles adapte un roman, le roman de H.G. Wells, La guerre des mondes. Il adapte ça pour la radio CBS. C'était présenté comme une série de bulletins d'information. L'émission simule une invasion martienne au New Jersey avec des reporters fictifs, avec des effets sonores saisissants et une narration dramatique. Le problème, c'est qu'il y a des auditeurs qui avaient manqué le début. Parce qu'au début, ils disent, ceci C'est une est histoire ouais. romancée, tatata. Alors, il y a des gens qui sont arrivés que le radioroman de la guerre des mondes était déjà Ils ont commencé. manqué le début. Ils ont manqué. Et là, il y a des gens qui ont paniqué, là, vraiment. Ben. Là, parce qu'ils pensaient que c'était bien fait, là. Il y avait des effets sonores. On m'a parlé de ça, moi, dans mes cours au cégep, de cet événement-là. T'imagines-tu à quel point ça a marqué l'imaginaire? Alors là, il y a des gens qui ont fui la maison chez eux, sont sortis en s'arrachant des poignées de cheveux. Il y en a d'autres qui ont appelé la police. Il y a des gens qui priaient dans les rues. Et la presse du lendemain a amplifié cet événement-là, dénonçant les dangers de la radio et sa capacité à manipuler les masses. Mais tu sais qu'au final, au fur et à mesure où les années ont avancé, on a un petit peu, mis ça en relief ou en perspective, cette affaire de terreur. Parce que, oui, effectivement, il y a des gens qui ont paniqué devant la guerre des mondes. Mais en fait, les recherches ont nuancé ça parce qu'il paraît qu'il y a seulement 2% des ménages de l'endroit où était situé, où on a diffusé ça. Il y a à peu près 2% des ménages qui auraient écouté l'épisode en direct. Premièrement, donc, de dire que ça fait une panique généralisée, c'est pas nécessairement. La majorité des auditeurs, en plus, qui l'avaient écouté, savaient que c'était une pièce de théâtre parce qu'il y avait pogné le début. C'était des rendez-vous. Et la panique avait été exagérée par les journaux et on va te l'air là-dessus. Sais-tu pourquoi? Parce qu'eux autres, ils voulaient discréditer la radio. Ben oui, il y avait une guerre parce que là, l'attention était sur la radio et les journaux perdaient. Puis j'imagine aussi qu'à l'époque, on avait cette crainte-là de perdre un lectorat au profit de la radio. Au profit de la radio. Alors, le lendemain de la guerre des mondes, quand les journalistes se sont emparés de l'histoire, ils ont dit, ça a été la grosse panique, puis c'est effrayant comment la radio, elle manipule les masses. Et des informations. Des informations et tout ça. Mais c'était pas si gros que ça. Mais ça reste quand même que c'est un des radioromans qui a le plus marqué l'histoire dans la mesure où encore aujourd'hui, en 2020,
2025, on parle de la guerre des mondes et on parle effectivement de cette histoire-là. Oui, puis en même temps, c'était pas n'importe qui aussi qui avait décidé de mettre ça. C'est Orwell. C'est ça, Orson Welles, qui est quand même un grand comédien là, de son époque-là, c'est ça. Hey, mais merci, Simon. Moi, en fait, qui est une grande voyageuse, je suis déçue parce que je suis tombée sur une nouvelle information, en fait, qui nous dit qu'on allait avoir des nouvelles mesures à la frontière canado-américaine. Bon, on s'entend qu'aujourd'hui, avec le contexte de ce qui se passe avec nos voisins du Sud, on est peut-être un peu moins enclin, mais en tout cas, pas moi, pour ma part. J'ai plus vraiment envie d'aller aux États-Unis, mais là, on dirait qu'ils viennent d'en rajouter une couche. En fait, on prévoit ajouter, en fait, c'est une annonce récente de la US Customer and Border Protection et le département de la sécurité aux États-Unis. Donc, on dit que tous les non-citoyens, y compris ceux qui rentrent et qui sortent, donc à l'entrée et à la sortie du pays, in and out. Ah ouais, hein? Bientôt, on va être photographié via reconnaissance faciale. Ah ouais, OK, tiens, pour en rajouter une couche. Ouais, c'est ça. Comme tu vois déjà là, mon reconnaissance faciale, que ce soit pour traverser une frontière ou peu importe, j'ai un petit peu de difficulté avec ça parce qu'on sait jamais à quoi ça sert réellement. Oui, c'est stocké, oui, il y a une question de sécurité publique, on s'entend là, mais quand même. Donc, on va un peu décortiquer qu'est-ce qui est prévu, comment ça va se passer. Donc, le département de sécurité publique a mis une règle finale selon laquelle puis ils l'ont vraiment qualifié comme ça, tous les aliens non citoyens, c'est le terme administratif, qui entrent et qui quittent des États-Unis pourront être photographiés à tous les points d'entrée et de sortie, donc aéroports, les ports maritimes, les frontières terrestres, partout où vous pourrez le faire. La mesure va s'appliquer non seulement aux visiteurs temporaires, mais aussi aux touristes, aussi aux détenteurs de cartes de résident permanent, de la fameuse Green Card, et à tous ceux qui sont des non-citoyens vivant aux États-Unis. Autrement dit, si t'es pas né aux États-Unis, tu vas te faire photographier. OK. Fait que Elon Musk, quand il va sortir des États-Unis puis qu'il va rentrer, il va se faire photographier forcément. Si on suit la logique, c'est ça. Ah oui, parce que c'est un Sud-Africain, lui. Oui, exact. C'est Sud-Africain dans ce coin-là. Ouais. Mais il n'est pas américain. Fait qu'effectivement, ça fait partie de cette logique-là. Maintenant, est-ce qu'il a sa citoyenneté? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a juste sa carte verte? Je ne sais pas. Mais ça fait partie de ça. Ça prévoit aussi la collecte de la photographie par reconnaissance faciale et dans certains cas, d'autres données biométriques. Donc, ça pourrait être des empreintes digitales aussi. C'est du grand n'importe quoi, excuse-moi. Là. Oui, non, mais c'est correct. Mais c'est pour ça que je vais en parler parce que ça s'en vient. C'est le 26 décembre prochain qu'on prévoit mettre ça en place. Donc, il y a la partie là où tu vas vraiment encore moins aimer ce que je te dis, c'est qu'avant la reconnaissance faciale, il y avait certaines restrictions. Donc, il y avait des exemptions pour les enfants puis les personnes âgées de 79 ans et plus, mais là, c'est fini, ça. Donc, la reconnaissance faciale, c'est vraiment pour tous. Donc, même si tu as moins de 14 ans, tu pourras te faire scanner le visage puis garder ces informations-là. Même chose pour les personnes âgées. Et donc, ça devrait arriver, comme je vous le disais, le 26 décembre, que ça devrait être mis en place. Mais là, évidemment, vu que c'est quand même compliqué, il faut mettre les dispositifs en place, il faut former le personnel. Ben oui. Puis c'est grand, les États-Unis, là, il y a plusieurs points d'entrée, donc ça risque de prendre un certain temps quand même. Pourquoi? Ça, c'est souvent la question. La grande question, oui. Oui, pourquoi? L'objectif principal, évidemment, la sécurité nationale. Donc, ça permettrait de mieux vérifier l'identité des voyageurs, lutter contre les documents frauduleux, aussi repérer ceux qui rentrent ou qui sortent des États-Unis légalement. On s'entend? Oui. Le système entrerait aussi dans un cadre de système biométrique, donc d'entrée et de sortie intégrée. Puis c'est le Congrès là, qui avait envisagé ça depuis longtemps, mais on n'avait pas encore mis ça en œuvre parce que justement, ça causait et ça posait des questions d'éthique. Et pour les voyageurs, ça signifie en fait que ça va être un peu plus long parce qu'avant, tu arrivais à la frontière américaine, tu montrais ton passeport, merci, bonsoir, ils posaient 2-3 questions, puis tu traversais. Et là, comment ça va se faire? Montre le passeport, prends une photo de face, prends une photo de côté. Ça va être compliqué. Est-ce qu'il va falloir sortir de la voiture pour se faire identifier? Est-ce qu'on va se faire identifier au travers de la voiture? Ça pose vraiment beaucoup... Oui, ça pose beaucoup de questions. Donc, qui est concerné pour ça? Ce sont tous les voyageurs qui ne sont pas américains. Et évidemment, côté pratique, ça va être un peu plus long pour passer à la frontière. Les enjeux, maintenant, et ça cause aussi beaucoup de débats parce que, comme je te vois réagir, puis t'es pas le seul, puis moi aussi, la première, c'est... J'ai envie de dire, c'est presque inacceptable. Ou c'est vraiment une intrusion pointu dans la vie privée des gens. Donc, vie privée, liberté civile, c'est vraiment le point qui revient des détracteurs de cette mesure-là. Donc, entre autres, des organisations comme la American Civil Liberty Union ou encore la Canadian Civil Liberty Association, ont souligné les risques à la reconnaissance faciale, des erreurs d'identification aussi. Tu sais, on sait jamais, tu fais une identification pour un crime, puis ça n'a pas en tout rapport, c'est pas la même personne. Ça peut arriver, là. Puis tu te fais incriminer pour quelque chose que tu n'as pas fait. Des fuites de données aussi, j'imagine? On en a parlé, oui. Des fuites de données, ça arrive aussi, là. Il y a ça. Donc, le stockage des données, on va les stocker comment? Ça peut être stocké, puis on dit potentiellement ce que le projet de loi prévoit, c'est 75 ans qu'on va stocker ces données-là.
c'est épouvantable. C'est spécial. Puis on va faire quoi ensuite avec ça? Donc vraiment, c'est des grosses questions à se poser maintenant. Puis questions juridiques et éthiques. À quel point l'État peut-il imposer ce genre de mesures-là, de ce collecte de données-là aussi? Quelle protection on a pour nous? Donc c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète en fait. Puis j'ai hâte de voir comment ça va se traduire puis comment aussi ça va s'appliquer parce que comme je le disais, ça va être compliqué. Il y a plusieurs points d'entrée aux États-Unis. Il faut mettre cette technologie-là en place. Je me rappelle d'une époque où on traversait en auto aux États-Unis pour montrer le permis de conduire puis c'est tout ce dont on avait besoin. C'est ça. On est loin de là. On est loin de là, mais on n'est pas si loin que ça. Non, mais je veux croire qu'il y a des circonstances. Je veux croire qu'il y a des choses qui sont produites depuis, là. Tu sais, par exemple, le 11 septembre, les affaires comme ça. Il y a eu une succession d'événements qui sont survenus qui font qu'on a renforcé à quelque part les mesures de sécurité. Ouais. Soit, je veux comprendre. Mais ça, c'est justifiable. Mais tu sais, puis c'est vraiment pas, comment je dirais ça, c'est vraiment pas pour que je suis contre les Américains, c'est pas ça la patente. Mais ce que je trouve drôle, c'est que si tu passes ton temps à aller crier par la tête de tes voisins, puis à aller sonner puis frapper aux portes en baveux, un peu partout à travers le monde, puis qu'après ça, tu te sens obligé pour te protéger toi-même de mettre en place de telles mesures de sécurité. Je pense que le problème, c'est peut-être pas les gens qui entrent chez vous, c'est peut-être toi qui devrais changer ton comportement. Comprends-tu ce que je veux dire? Tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec ça, puis c'est pas la façon de faire. C'est ça, je suis en train de faire un éditorial, excusez-moi, là, mais si tu passes ton temps à aller à travers la planète, faire ton baveux, puis vouloir taper sa gueule de tout le monde, puis vouloir arriver avec tes grosses pantoufles un petit peu partout, puis vouloir faire ton genre... surprends-toi pas après ça, tu sais, comme si t'es obligé de verser dans la paranoïa avec des affaires comme celle-là. Exactement, parce que là, c'est sûr que si tu craches autour de toi puis tu distribues des claques, les gens vont venir t'en donner aussi. Puis c'est un peu ça. Mais effectivement, puis j'ai hâte de voir parce que on s'entend, il y a des midterms, il y a des élections à mi-mandat aux États-Unis, il y a plusieurs choses qui se passent. Est-ce que ça va bouger? Je ne sais pas. Mais cette mesure-là, honnêtement, moi, je la trouvais vraiment spéciale, inquiétante, puis j'avais envie de vous en parler pour que vous soyez au courant de ce qui se passe et que vous vous informez si jamais vous voulez voyager. Au retour de la pause, Simon, tu vas nous parler de 3 inventions qui ont fait patate, mais qui nous ont permis peut-être d'apprendre des choses. Oui, qui ont été de formidables précurseurs. Pour rester en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des idées, des suggestions ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel. pcdi@radio-rfa.com. Vous écoutez toujours Peut contenir des infos. Juste avant de connaître ces 3 fameuses inventions qui ont fait pouet, mais qui nous ont appris des belles choses, Simon, je voulais te parler d'insécurité alimentaire parce que, c'est un sujet, on sait de plus en plus, qui prend de la place dans l'actualité, mais vraiment, la réalité nationale démontre des chiffres inquiétants. Il y a environ 25% des personnes dans les 10 provinces canadiennes, donc au Canada, qui vivent dans un ménage en situation d'insécurité alimentaire. Ça, pour te donner une idée, parce que des fois, un pourcentage, c'est 10 millions de personnes, dont 2,5 millions d'enfants qui vivent d'insécurité alimentaire. Donc, qui, oui, ont de la nourriture, mais qui n'ont pas tous les aliments ou les nutriments nécessaires pour avoir une alimentation complète. Il y a plus de 2 millions de visites mensuelles aussi qui se sont faites dans des banques alimentaires à travers le Canada seulement au mois de mars, pour vous donner une idée, donc au retour des fêtes. Donc, on se donne une idée de comment c'est difficile. Le phénomène aussi est de plus en plus grand pour certains groupes. Par exemple, on a appris que les personnes racialisées affichaient un taux plus élevé d'insécurité alimentaire à 31,9 % alors que les personnes qui ne sont pas sont plus aux alentours du 15,7 % Et vous ne serez pas surpris non plus d'apprendre, en fait, Simon, tu ne seras pas surpris d'apprendre que les familles monoparentales, eux, c'est une proportion de 52,1 % de familles qui souffrent d'insécurité alimentaire. Donc, une famille sur 2 dont la chef de famille est une femme monoparentale, on souffre d'insécurité alimentaire. Bon, il y a plusieurs autres explications aussi. Il y a le coût de la vie, mais ça reste que les salaires pour les femmes ne suivent pas nécessairement. Pourquoi ça augmente aussi? Parce que là, on le sait, on est au mois de novembre. L'approche des fêtes, ça s'en vient, c'est assez rapide. Et pour ces familles-là, ça devient un casse-tête. Parce que, il y a déjà la pression de juste, en temps normal, remplir le frigidaire et de nourrir la famille. Mais là, il y a des cadeaux à offrir. Tu veux pas que tes enfants aient pas de cadeaux. En même temps, si tu n'as pas les moyens, c'est pas évident. Des fois, tu reçois les fêtes, il faut se déplacer, ça coûte des sous, de la nourriture un peu plus chère parce qu'on veut recevoir aussi la famille. Fait que c'est tous ces éléments-là qui font qu'à l'approche des fêtes, il y a une plus grande demande pour l'insécurité alimentaire. Puis c'est pas nécessairement... Puis il y a des espèces de préjugés qui ils savent pas gérer leur argent. On le sait bien, ils font pas attention où ils dépensent, mais c'est pas ça.
Mais il y a des obligations en même temps. Tu sais, quand arrive à ce temps-ci de l'année, il faut que tu achètes 3-4 manteaux là, pour les enfants puis des paires de bottes. Tu n'as pas le choix. Là. Puis ils grandissent. À chaque année, c'est plus bon. Là. Exactement. Là. C'est parce qu'à un moment donné, là, tu peux pas te poser de questions, je les nourris-tu ou je les habille. Je dis, il faut qu'ils aillent à l'école puis il faut qu'ils continuent à faire leurs affaires, eux autres. Là. Fait que déjà, ça crée une pression sur le budget. Après ça, si tu as une voiture parce que tu restes en région puis pour aller faire ta petite job, ben tu as besoin de l'avoir, la voiture. Oui. Puis là, rendu à ce temps-ci de l'année, il faut que tu mettes des pneus d'hiver en dessous. Puis guess what? Si les pneus d'hiver de l'année passée sont finis, faut que tu rachètes 4 tailleurs pour mettre en dessous de ton auto. Fait que c'était une autre pression que ça crée. Je comprends là, que c'est pas facile. Non, mais c'est ça. Donc, le coût élevé de la vie, comme on disait, il y a des familles qui ont la pression, comme on parlait. Puis aussi, ce qu'on dénombre dans cette période-ci, c'est les banques alimentaires et les centres de distribution qui voient souvent un pic. Ouais. Donc, une montée, une demande en pointe vers les fins d'année parce que c'est vraiment plus demandant, comme on le dit. Puis tu viens de dire, s'il a fallu que j'achète 2 manteaux d'hiver à mes enfants, là, j'ai au moins 200 ou 300 $ que j'ai pu pour acheter de l'épicerie, qui est quand même considérable. Donc, où on va, où on se retourne, vers les banques alimentaires. Comment on peut changer les choses dans la communauté? Parce qu'on en parle, puis on s'entend, toi et moi, Simon, on n'a malheureusement pas le pouvoir sur le prix des loyers ou encore le coût de l'épicerie, mais comment, en tant que communauté, on peut essayer de s'entraider? Des fois, avec le pouvoir aussi des radios et des médias dans nos différentes communautés, on peut faire des collectes. Oui. On décide, tout le mois de décembre ou telle semaine à telle semaine, venez nous voir, on ramasse les denrées, puis on remet ça à des centres de distribution, à des banques alimentaires un peu partout, puis ça permet d'aider nos communautés francophones. On peut faire aussi appel à des porte-voix. Des fois, tu sais, des personnes qui sont connues dans nos communautés, puis je parle pas nécessairement de des vedettes ou quoi que ce soit, mais tu sais, ça peut être des fois un conseiller municipal qui est bien connu parce que, je sais pas, moi, il coach hockey, il décide de faire un appel à tous. Hey, on a besoin d'aide pour notre communauté. On fait appel à des gens qui sont connus. Dans des bulletins communautaires aussi ou dans vos différents médias, dans des émissions de radio comme la nôtre, entre autres, c'est le temps d'en parler aussi. Si jamais il y a des initiatives ou que vous organisez des collectes. Je sais que dans certaines régions, il y a aussi une distribution de paniers. Donc, la population est amenée pour ramasser des denrées. Puis ensuite, il y a une grande distribution qui le fait. Donc, on peut coordonner tout ça. Puis sinon, comment on peut peut-être réclamer aussi, parce que c'est bon, comme en tant qu'humain, on fait ce qu'on peut. Tu sais, c'est comme l'environnement, là, on fait attention au recycle. Mais pour l'insécurité alimentaire, si moi je fais mes dons, si j'aide, qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais on peut demander à nos gouvernements, on peut demander à nos dirigeants de donner plus, de faire plus ou de revoir ou de légiférer, en fait, parce qu'on parle de la base. C'est un enfant qui va à l'école puis qui a faim, n'apprend pas rien. Il apprend pas rien, il est pas concentré, puis après ça devient un enfant, entre guillemets, problématique parce qu'il est excité puis il est pas capable de se concentrer. Donc, c'est un peu ce qu'on peut faire du côté des collectivités. Puis là, c'est sûr que l'hiver, c'est peut-être un peu moins facile, mais quand c'est l'été ou au printemps, là, au dégel, on peut s'organiser des jardins communautaires, des initiatives avec des cuisines collectives où on va pouvoir apprendre aux gens à cuisiner aussi. Il y a cet enjeu-là. Souvent, c'est que, oui, la nourriture coûte cher, mais une fois qu'on a la nourriture, on sait pas toujours quoi faire avec. Donc, des cours de cuisine collective, comment transformer la nourriture, avoir nos petits jardins. Ça permet aussi de donner un petit coup de main puis de faire du canage après ça pour l'automne. Mais j'avais vraiment envie de vous... de vous garder une petite lumière peut-être là-dessus, parce qu'à l'approche des fêtes, il y a plusieurs d'entre nous, on est peut-être plus privilégiés. Je dis pas qu'on est complètement riche ou qu'on vit bien, mais on n'a pas besoin de s'inquiéter s'il va y avoir de la nourriture sur la table. Des fois, de penser aux autres et de prévoir comme ça d'avance, ça peut faire du bien. Et je salue des initiatives, par exemple, de supermarchés qui, pendant le temps des fêtes, vont mettre pas très loin de la porte là une espèce de gros bac là, où vous pouvez déposer des denrées pour pouvoir justement constituer des paniers. Si vous envoyez, là, pensez qu'il y a des gens peut-être qui sont moins, qui sont moins bien nantis que vous autres. Là. C'est ça. Puis ça paraît moins aussi dans notre propre budget, parce qu'on s'entend, là, on a tous nos limites de budget, mais tu sais, si à chaque épicerie, pendant le mois de novembre, tu achètes une boîte de céréales ou 2 de plus, puis tu la mets dans le bac, la différence est là. Puis si tout le monde le fait, ça permet de nourrir plusieurs bouches. Simon, maintenant, quelles sont ces fameuses 3 inventions qui n'ont pas marché partout? Des inventions qui ont été on va dire des échecs. Je n'irai pas jusqu'à dire cuisants, parce que ces 3 inventions-là dont je vais vous parler ont été de formidables précurseurs, ou à tout le moins, ils ont pavé la voie à d'autres inventions qui se sont largement inspirées de celle-là. As-tu déjà entendu parler du Newton d'Apple? Oh, non! Le Newton d'Apple. C'est normal, parce que ça n'a pas duré très, très longtemps. Ça a duré tout au plus 5 petites années. Oh, c'est pas beaucoup pour la technologie, non. Non. Ça a été introduit sur le marché en 1993. J'ai dit Newton d'Apple parce que Apple, c'est la compagnie qui était derrière ça. Ah, ouais. Apple, en 1993. Et on a cessé de commercialiser le Newton en 1998, 5 ans plus tard. Mais c'était-tu un ordinateur? C'était quoi?
Je te raconte, c'est un assistant personnel numérique qui avait à peu près le format d'une tablette, donc une feuille A4, c'est une feuille comme ça, là, une feuille... oui, une feuille de papier, là. Pliée, là, comme ça. Là, alors c'était un format tablette. Tu plies une feuille A4 en deux, puis c'était à peu près ça la grosseur d'un Newton. Et ça devait avoir des fonctionnalités de reconnaissance de l'écriture cursive. Bref, on écrivait là-dessus, et il y avait une fonctionnalité qui reconnaissait l'écriture et qui transformait ça en document à toute fin utile. Pratique quand même pour les médecins. Oui, pour les médecins, pour les pharmaciens et tout ça, effectivement. Et ça n'a malheureusement pas survécu parce que à cette époque-là, Apple avait de sérieux problèmes financiers. Là. Mais c'était-tu au départ? Je sais pas quelle année ça a été fondé Apple, là, mais dans les années 90, à un moment donné, là, ça allait pas terrible. Sauf que ce Newton d'Apple-là a peut-être pas fonctionné dans la mesure où, malheureusement, ils n'en ont pas vendu assez, puis la compagnie, ça vivotait un petit peu à cette époque-là. Mais l'affaire aussi, c'est qu'on pensait vendre ça à peu près au prix d'un ordinateur de bureau. Là, ouais, non. Donc là, il y a des gens qui ont dit, attends une minute, là, je m'achète un PC ou je m'achète une tablette comme ça. On n'était pas encore là. Mais ça a poussé, cette invention-là, ça a été précurseur dans la mesure où ça a poussé la recherche sur l'interface tactile, par exemple. Ah, OK, intéressant. La synchronisation des données, l'idée d'un appareil qui pourrait comprendre l'écriture manuscrite, c'était déjà dans le Newton d'Apple, ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, avec nos tablettes tactiles. Oui, c'est vrai. Alors, ça a été un précurseur. Non, ça a fait patate, mais ça fonctionne quand même, là, dans le sens où... Oui, puis on peut penser, finalement, les iPads, puis tout ça, ça découle de tout ça. Ça a été le précurseur. Donc, vous voyez que des fois, il y a des choses qui, finalement, s'avèrent être des fonds patates, mais qu'au final... comme c'est un peu un ancêtre dans une certaine... C'est un peu la technique essai-erreur. Il faut essayer des choses de manière, puis il y a des fois où ça va fonctionner, puis il y a d'autres fois où ça fonctionnera pas. Autre flop monumental, mais qui a pavé la voie, celui-là, à toute une série, après ça, de mesures de sécurité, c'est la Ford Pinto. Connais-tu la Ford Pinto? As-tu déjà entendu parler? J'ai entendu parler de ça. Ça a l'air que c'était pas fort, ça. C'était pas... C'était tellement un gag, là, la Ford Pinto. Un gag, c'est un gag mortel, là. La Ford Pinto, on la voit dans le film Top Secret. Te rappelles-tu du film Top Secret? As-tu déjà vu ça avec... Non, comment il s'appelait, lui, qui jouait là-dedans? C'est qu'à un moment donné, la voiture, elle rentre, là, mais vraiment lentement dans un arbre. Là, elle fait juste comme ping, puis elle explose. Oh mon Dieu! Elle explose. Alors, la Ford Pinto... mais c'était pas lettre? C'était pas lettre. C'est comme, j'ai déjà vu des chars plus beaux que ça. Alors... C'était une petite voiture bon marché et la façon dont elle était conçue, c'est que en principe, elle devait rapporter beaucoup d'argent à Ford parce que la commercialisation allait être très facile. C'était très facile à assembler. Sauf que le problème, c'est que cette voiture-là a caché un danger mortel. Ben voyons. Oui, le réservoir de carburant qui était situé trop à l'arrière du véhicule était installé entre l'essieu et le pare-choc. Il n'y avait pas de protection. Oh là là! Ouais. Boum! Oui, absolument. Si bien que le moindre choc que la Ford Pinto subissait, c'est qu'il y a danger d'incendie et ça a même explosé. Il y a 27 personnes 27? Qui ont péri dans un accident de Ford Pinto le temps que ça a été commercialisé. Hey, pire mourir d'une Pinto. Mais, je l'ai dit l'autre jour, à quelque chose malheur est bon. Oui, j'ai hâte de voir. Tu sais, ce que je te disais l'autre jour, à quelque chose malheur est bon. Ces accidents-là, ce scandale de la Ford Pinto, ça a entraîné un renforcement des normes de sécurité dans toute l'industrie automobile. Et à partir de ce moment-là, on a accouché de tests plus stricts pour les collisions, par exemple. On a demandé une transparence des manufacturiers automobiles. On dit non, vous pouvez pas continuer à installer un réservoir à essence entre un essieu et un pare-choc sans protection de cette façon-là. Alors, cette série d'accidents-là qui ont entraîné la mort quand même, je l'ai dit, de 27 individus. Oui, la Ford Pinto, ça a pavé la voie à toute une série d'autres mesures de sécurité qui ont renforcé toute l'industrie automobile. Là. Oui, puis en même temps, c'est plate à dire, mais c'est le genre d'affaires qui allait arriver parce qu'avec l'arrivée de l'automobile, on allait s'adapter. Tu sais, comme les règles arrivent en même temps que les accidents arrivent, entre guillemets, c'est là où on apprend, mais je suis contente qu'on ait appris ça plus tôt que tard. Plus tôt que tard, oui, effectivement. Et enfin, dernière invention qui s'est avérée un échec, mais qui a pavé la voie à d'autres inventions, ça a été la Nintendo Virtual Boy. C'est une console de jeu qui a été créée par Nintendo, qui est sortie en 1995 au Japon et aux États-Unis, et ça avait la forme d'un visio-casque en 3D. On se mettait ça sur les yeux. Ça a été un échec commercial absolument lamentable, et malgré plusieurs baisses de prix, les ventes ont jamais réellement décollé, tant et si bien qu'on a abandonné sa commercialisation à peine un an plus tard, en 1980. Oh mon Dieu, c'est pas beaucoup. Et puis pour un Nintendo, d'habitude, c'est quand même une compagnie qui fonctionne bien. Ça a été lamentable, mais ils ont quand même vendu 770 000 unités.
Mais dans l'histoire de Nintendo, ça n'a pas été la plus grosse affaire révolutionnaire. Vous regarderez sur Internet, ça a l'air à te surprendre un peu pas mal. Ouais. Oui, mais en fait, premièrement, c'est comme une espèce, pour donner une idée aux gens, c'est comme des goggles. Ouais, comme des jumelles, si tu veux, mais sur pied que tu avais sur la table avec une manette. Je peux comprendre que ça n'a pas fonctionné, mais en même temps, je comprends pas. C'est sûr qu'à l'époque, on se disait, recule tes yeux, t'es au proche de la télé, pis là, mais c'est à l'air pas pire, mais c'est... D'abord, c'était pas ergonomique. Les effets visuels n'étaient pas vraiment très adaptés. La position d'avoir mal au dos. C'était très inconfortable. Tout ou presque avait été raté là-dedans, sauf peut-être la manette que les joueurs disaient apprécier. Mais cela dit, ça a été le précurseur de la prochaine génération des casques de réalité virtuelle moderne. J'imagine. Parce que, écoute, ça fait quoi, 1995, donc ça fait quoi, vingtaine d'années, trentaine d'années, 1995, et ça fournit évidemment de précieuses informations sur les contraintes à respecter pour ceux qui allaient faire par la suite des casques comme ceux-là. L'ergonomie de la chose. L'ergonomie, la santé, la sécurité, les images, combien d'images à la seconde et tout ça. C'est le Nintendo Virtual Boy qui a fait patate, là, mais vraiment patate dans l'histoire de Nintendo. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont même jamais entendu parler de ça. Je n'avais jamais entendu, puis j'aime les jeux vidéo, Simon, je n'avais jamais entendu parler. Là, tu sais qu'est-ce que je pense que je vais me trouver un projet. Je vais essayer d'en trouver un usager, voir comment ça vaut. On va essayer ça. Okay. Hey, merci Simon, restez là à l'écoute. Au retour, c'est le quiz. Et c'est Simon qui se fera quizer. Pour rester en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des suggestions, des idées ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel. pcdi@radio-rfa.com. Quiz. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le quiz. Le quiz. Et c'est mon moment préféré de cette fameuse émission. Quoi que c'est 60 minutes que j'aime. J'ai pas de minute préférée, mais comme celle-là est une coche au-dessus. Nos minutes de quiz. Mais je trouve qu'on a du fun pas mal pendant toute l'émission. Là. Oui, je suis d'accord. Mais c'est sûr que le quiz, c'est quelque chose d'un peu particulier. Oui, c'est ça. On s'amuse un peu, puis j'aime ça, des fois, apprendre des nouvelles choses, ou te piéger ou me faire piéger. J'adore ça. Donc aujourd'hui, le quiz, Simon, c'est le Canada, fait surprenant et record. Donc des choses qui se sont passées depuis le début de l'année, puis dans diverses sphères. Là. Ça peut être l'économie, les tendances alimentaires, l'environnement. Donc on va vraiment faire le tour d'un peu d'actualité qui s'est passée dans les derniers mois. 10 questions avec choix de réponse. Puis, je te souhaite la meilleure des chances. OK. C'est parti. Question numéro 1, donc, économie provinciale. Quelle est la province canadienne qui a connu la plus forte croissance économique en 2025? Est-ce que c'est l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'Ontario ou encore la Saskatchewan? Je vais vraiment prendre une chance. Je vais dire l'Alberta, par exemple. Non, hein? C'est B, la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique. Oui. Mais la Colombie-Britannique a donc enregistré une croissance économique supérieure à la moyenne nationale en 2005. C'est des prévisions économiques provinciales. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle dans le contexte économique mondial qu'on a là quand on a des provinces qui s'en sortent bien. Question numéro 2, tendance alimentaire sur TikTok. Quelle tendance alimentaire a explosé sur TikTok en 2025? Est-ce que c'est le Crush Chicken, le Honey Popcorn, le Cucumber Salad ou le Stretchy Yogurt? Oui, Stretchy Yogurt, c'est ça. Moi puis TikTok, c'est deux mondes. C'est même pas deux mondes, c'est deux planètes complètement. Oui, je le sais. Puis même moi, je suis même pas sur TikTok. Fait que tu sais, comme c'est pas... Je vais dire le Honey Popcorn, mettons. C'est le Stretchy Yogourt. Ah ouais, hein? Et je connaissais pas ça. Je suis allée voir ça, c'est bizarre. C'est comme, en fait, c'est du yogourt plus épais. OK. Plus consistant. Oui, plus consistant. Donc, ça a une texture un peu de fromage fondu. C'est super bon. Puis là, c'est parce que tu le laisses lacto-fermenter. En tout cas, il y a des gens, tu peux faire ça avec tes bactéries. Comme du kombucha, je sais pas dire. En fait, tu fabriques ton propre yogourt, c'est ça? Oui, tu peux le faire. Puis il y en a qui rajoutent ça, du cornstarch, là, tu rajoutes ça pour épaissir. Mais ça a l'air super bon. Puis c'est un peu comme une espèce de topping que tu mets sur des fruits. Ou encore, mais c'est particulier. Non, mais tous les goûts sont dans la nature. Je discute pas le fait que des gens puissent faire ça. Mais c'est tout ce qui me consterne le plus dans tout ça, c'est qu'on en fasse à toute fin utile comme une espèce de buzz dans les internets. Tu sais, comme je comprends. Des fois, il y a des affaires comme ça, des phénomènes qui arrivent dans TikTok ou wherever dans l'internet, excusez l'expression anglaise, mais puis après je me dis,
Pourquoi ça fait un buzz, ça? Ben, c'est ça. C'est juste que c'est comme nouveau. Fait que là, tout le monde est content. Puis, tu sais, cette tendance-là, je comprends qu'elle a pogné parce qu'en fait, c'est super coloré. Tu peux te faire un beau yogourt bleu avec des beaux... Puis là, tu fais des beaux fruits. Fait que, tu sais, c'est super beau. Il y a rien de... C'est pas quelque chose pour maigrir. C'est pas... Tu sais, c'est juste... C'est un peu comme quand le monde, il faisait des beaux lattés, puis faisait des dessins. À un moment donné, tu sais, il y a une couple d'années, on voyait ça, là, tout le monde faisait c'est passé, des là, ça? Ben, je sais pas. Moi, je fais encore ça. Je dessine sur mon café. Je suis vraiment pas bonne en dessin, mais je me fais des affaires, là. Puis comme, c'est mon petit... Ouais, mais tu mets pas ça sur les médias sociaux. Non, j'écœure pas le monde avec ça. Non, j'écœure pas le monde avec ça. Donc, le stretchy yogourt, et je vais t'avouer, je suis pas sûre, celle-là. Ville la plus verte, maintenant. On est rendu à 3, là? Oui, question numéro 3. Quelle ville canadienne était la plus verte selon les données satellitaires? Donc, le pourcentage de verdure. Est-ce que c'est Kanata en Ontario, Saint-John à Terre-Neuve-Labrador, Saint-Jérôme à Québec ou encore Gatineau au Québec? Je dirais probablement Gatineau au Québec, non? C'est un petit parti pris, je peux comprendre. Ben, il y a cette sorte de verdure, tout ça, non? Oui, mais non, c'est Kanata. Kanata, effectivement, parce que elle est avec 96,6% de couverture végétale. Quand même. Le 4,3% qui reste, c'est parce que c'est le stade des sénateurs. Il n'y a rien d'autre à Kanata. On salue les gens de Kanata au passage. On vous taquine, on vous aime. Vous êtes chanceux. Vous avez dit OK. Question numéro 4 maintenant, Simon. Sur la musique francophone. Quel artiste francophone a dominé les écoutes sur Spotify cette année? Et c'est comme une petite pogne. Moi, je me suis fait avoir là-dessus. On a Patrick Watson, Cœur de pirate, Charlotte Cardin ou encore Pierre Lapointe. Je dirais probablement Charlotte. C'était mon choix, mais même pas. Mais non. Spotify nous donne Patrick Watson. Ah ouais. Qui a connu en fait un gros succès là, avec sa plus dernière chanson, Je ne te laisserai que des mots, donc qui a été une des chansons les plus écoutées sur Spotify. Eh ben. Donc, mais honnêtement, Charlotte Cardin, je suis allée voir après ça le décompte. Charlotte Cardin est juste après. Ben, c'est ça, je me disais. Oui, mais ça doit pas être loin certain. Ça doit être, il y a les gens accrochés sur cette chanson-là. Je ne sais pas pourquoi. OK. Question numéro 5. Maintenant, on est rendu football canadien, donc dans un peu de sport. Quelle équipe a remporté la 111e Coupe Grey l'année dernière? Tu t'en souviens pas? Pas en tout. OK. T'as un choix de réponse. On va dire les Alouettes. Attends d'avoir le choix de réponse. Non, c'est même pas le choix de réponse. Calgary Stampeders, les Argos de Toronto, les Blue Bombers de Winnipeg ou encore les Red Black de Ottawa. Je vais dire les Blue Bombers, mettons. C'est pas ça, hein? Non. Ben non, c'est ça. C'est Toronto. Hey, ça va pas bien. Non, ça va pas bien. C'est pas grave. Puis dire que la semaine passée, j'ai eu des... Je m'excuse, Simon. On va se reprendre. Je vais être moins dur avec toi. C'est pas grave. Il va continuer. Mais c'est ça. T'apprends. C'est ça. La beauté du quiz, c'est ça. C'est d'apprendre en s'amusant. On est comme des enfants, là. Ben oui, t'as bien raison. Pour ton information, c'est les Argos de Toronto, les Argonautes de Toronto qui ont gagné l'année dernière. Et ils avaient battu, en 2024 plutôt, ils avaient battu les Blue Bombers de Winnipeg 41-24. Lors de la fameuse finale de la Coupe Grey. Mais si tu avais entendu les émissions que je faisais avec mon collègue qui était là à l'époque, François, qui parlait de football, lui, c'est un passionné de football. Je pense que tu comprendrais que je suis pas nécessairement un grand amateur de football. oui, tu sais, comme je pense le sport en général, t'apprécies le sport, mais pas de là à virer fou. Ouais, le baseball, j'aime quand même pas mal le baseball. Oui, mais c'est de la stratégie, c'est de l'analyse. Ouais, toi, t'es un gars analytique. C'est probablement de là que me vient mon amour du baseball. C'est ma compréhension, c'est mon observation. Ouais. Parce que c'est pas de là à virer fou non plus. Là. Parce que on a parlé un peu de baseball, puis tu m'as donné des explications auxquelles j'avais jamais pensé, puis qui faisaient tellement de sens, puis ça, j'ai fait, tu vois, Simon, c'est un gars analytique, moi, j'avais pas pensé ça de même. Question numéro 6, on est rendu là, 6. Selon le Happy City Index de 2025, quelle est la ville canadienne la plus durable? Est-ce que c'est Vancouver, Toronto, Montréal ou encore Ottawa? Vancouver, peut-être. Oui, bonne réponse. OK. Wouhou! Hey, ça sera pas un blanchissage. Le gars, il est là. Hey, slack la cravate un peu. Monkey off your back, là, tu sais, comme... C'est Vancouver, donc, pour ces mesures environnementales qui remporte ce fameux titre de ville la plus durable. Quel a été le taux de croissance du PIB pour la question numéro 7 canadien? Donc, la croissance du PIB canadien en janvier 2025. Est-ce que c'est 1,1 2,3 3,5 ou encore 0,9 Hey, my. Moi, je vais dire 3,5, mettons. C'est 2,3. Ah, c'est 2,3. 2,3 donc on avait enregistré une croissance économique qui était un rythme le plus rapide depuis les 2 dernières années. Donc, c'est vraiment là où ça a commencé à un petit peu plus faire bouger les choses. Maintenant, question sur l'écoute de musique francophone. Question numéro 8. Combien d'heures de musique francophone les Canadiens ont-ils écouté dans la dernière... en fait, on a ciblé le mois, là, puis je vais te donner des chiffres à peu près. Je sais que c'est pas évident. Donc, on a 5 millions d'heures, 7 millions d'heures, 10 millions d'heures ou 12 millions d'heures d'écoute de musique francophone. On va dire 7 millions d'heures, mettons.
T'étais pas loin, c'est Ah 10. ouais. Ah, c'est 10. 10 quand même. Donc, c'est beaucoup. Puis si on pense à toutes nos communautés francophones canadiennes un peu partout, ben on peut dire que notre musique francophone rayonne à travers le pays. Question numéro 9 maintenant, patrimoine. En 2025, quel site canadien a été ajouté à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO? Est-ce que c'est le parc national de Kootenay, Fort Lennox à Québec, ou je devrais dire Fort Lennox à Québec, l'île de Vancouver ou encore le parc national de Riding Mountain? Je vais dire Kootenay. C'est la réponse, c'est B. C'est B? C'est le Fort Lennox à Québec. Ah ouais. J'ai été surprise, ben, en fait, mais l'explication donne une bonne idée. Donc, Fort Lennox, qui est situé sur l'île aux Noix au Québec, a été reconnu pour son importance historique et militaire, donc ils ont rejoint la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO cette année. Donc, c'est un nouvel ajout. Et finalement, dernière question numéro 10. Dernière question, science et innovation canadienne. Tu vas peut-être l'avoir, celle-là, parce que peut-être. Quel progrès scientifique canadien a marqué l'année 2025? Est-ce que c'est A, le premier vol de drone autonome sur l'Arctique? B, la découverte d'un nouveau minéraire rare en Colombie-Britannique? C, une première observation d'une exoplanète depuis un observatoire canadien? Ou encore la mise au point d'un vaccin universel contre la grippe? Je dirais C, mettons. Oui, bonne réponse. Oui, donc okay. c'est un gros progrès scientifique qui a été fait ici au Canada. Donc, c'est la première observation d'une exoplanète depuis un observatoire canadien. Okay. Là, vous allez me dire, on a déjà vu d'autres exoplanètes. Oui, mais pas au Canada. Mais pas au Canada. Donc, ça s'est passé ici. Donc, c'est des astronautes canadiens qui ont détecté une exoplanète potentiellement habitable. Okay. C'est grâce à un télescope canadien sur des montagnes de la Colombie-Britannique. Et ça a marqué une avancée majeure pour la recherche spatiale, évidemment, et canadienne. Et pour ceux et celles de ma génération qui connaissaient l'émission Dans une galaxie près de chez vous, ben ça va peut-être nous trouver ou permettre de nous trouver une autre planète quand on aura brisé la nôtre. Une exoplanète étant une planète qui est en dehors de notre système solaire à nous autres, c'est ça? Exactement. Donc, c'est impressionnant. Puis, exoplanète habitable en plus. En plus? Donc, ça laisse sous-entendre qu'il pourrait avoir peut-être... Il y a peut-être des loyers chauffés et éclairés à 450$ par mois. Ça serait incroyable. Moi, je déménage là tout de suite. Parce que c'est rendu une denrée rare au Canada. Là, à 450$ par mois, t'as une belle boîte. Maintenant, le déménagement peut être long, par exemple. Oui. Ben, ça dépend. Je sais pas s'il y a du trafic pour se rendre là. Non, je sais pas. Non, je sais pas. J'aime autant même pas me faire d'idées. Non, mais c'est ça. Mais c'est une belle découverte. Est-ce que je te demande ton score? Et j'ai eu formidable! Ça se calcule bien quand même sur 10, c'est au moins ça. J'ai eu un formidable 20%. Oh, mais est-ce que tu as appris plein de choses? J'ai appris plein d'affaires quand même. Mais c'est surprenant. J'ai été surpris. T'as des bonnes questions. Oui, puis même moi, des fois, quand je fais le quiz, j'essaie de chercher des choses, puis j'essaie de voir si je connais la réponse ou non avant. Puis... Mais je t'avoue que parmi les affaires qui m'ont le plus étonné, là, c'est de voir encore qu'il y a des trends là, sur TikTok, là, comme des affaires de yogourt. Yogourt, c'est comme... wow. Mais je t'avais déjà parlé aussi, ou j'ai déjà parlé dans cette émission du fiber maxing aussi, de se bourrer de fibres pour de se vider, mais tu sais, c'est plein de conséquences. Fait que, ça, c'est comme n'importe quoi. Hein. C'est l'économiste Pierre-Yves McSween qui dirait « En as-tu besoin? » Oui, en as-tu vraiment? En as-tu vraiment besoin? Ben moi, c'est ça que je me dis avec TikTok des fois. Je me dis, OK, tu peux en regarder, mais tu sais, après ça, à un moment donné, tu te demandes, tu te dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ça? Ah, clairement. Je vais t'avouer, là, moi, TikTok, mon expérience TikTok a duré 2 semaines dans ma vie, et c'était en 2020 pendant la pandémie. T'étais généreuse quand même. Oui, mais ça a été 2 semaines. Mais parce que c'est comme le 2 semaines à absorber que t'es sur la PCI, puis tu sais, comme t'es en tout cas, fait que là, tout était là, mais après, j'ai fait, ça suffit, ça va de ma vie, puis c'est toujours la même chose. Ça va, c'est toujours la même chose. Bref, tout ça pour dire, belle participation, Simon. Ben oui, belle participation, c'est ça. Fait on va te donner un collant pareil dans ton un petit scratch and sniff. C'est ça, juste pour te calmer ou pour te consoler, tu sais, c'est ça. Tu pourras t'en prendre la semaine prochaine, moi aussi, pour me challenger pour d'autres questions quiz. Merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine.